Allons-y, nous sommes partis pour ce soir. Nous sommes partis pour le temps des loups, titré L'Allemagne et les Allemands 1945-1955. Moi je vais fermer un tout petit peu ma fenêtre. C'est chaud, mais les voitures passent parfois. Donc nombre de pages comme d'habitude, 315 pages. Le livre est paru en 2019. L'auteur est Harald Jener, que vous voyez sur l'image, et vous le trouvez normalement au prix de 25 €. Commençons comme d'habitude, alors peut-être de façon un petit peu plus courte que d'habitude par l'auteur et le contexte, parce que, comme pour la plupart des gens de notre époque, il n'y a sans doute pas grand-chose de passionnant à raconter sur Harald Jener. Il a un parcours multidisciplinaire, plutôt orienté littérature. Je crois qu'il est docteur en littérature. Son métier à la base, c'est le journalisme. Qui va pratiquer d'abord au Frankfurter Allgemeine Zeitung, puis au Berliner Zeitung. Donc Le Temps des Loups, ce Wolfzeit, c'est son premier livre. Et premier best-seller traduit dans la plupart des langues européennes. La plupart du temps, de toute façon, quand vous commencez à parler d'Allemagne et de 1945, ça séduit les gens. Et pour la petite histoire, il est publié en Allemagne chez Rowohlt, qui est l'éditeur dont on avait parlé presque en personne pour Ernst von Salomon. Alors ça fait un petit peu court par rapport à d'habitude en termes biographiques, mais enfin, là ne réside pas l'essentiel. On va pas passer 2 heures à se demander sa marque de café préférée ou sa destination de vacances. Donc le livre. Diapo, comme d'habitude. Hop. Alors de même que pour le contexte, je suis bien incapable d'identifier les raisons qui ont poussé cet homme à s'y intéresser. J'ai pas plus étudié la question que ça en lisant des interviews ou autres. J'imagine qu'il doit le dire lui-même. Donc j'en suis réduit à mon hypothèse peut-être d'un aspect générationnel, puisque vu son âge, il est possiblement issu d'une première, maximum d'une deuxième génération post-guerre. Donc peut-être un aspect générationnel ou peut-être des appétences personnelles, hein, bien sûr. Je précise aussi que l'on est, comme pour Raven, dans un entre-deux en termes de restitution, parce que eh bien, on est toujours au fil du propos entre grande histoire et propos du livre stricto sensu, quoi. Mais c'est très difficile de faire le distinguo entre les deux. Alors, quel est au moins le contexte qu'aborde le livre ? Le Temps des Loups, c'est 1945 pour 75 millions d'Allemands. Temps, comme on l'a vu avec Hans von Salomon, vécu différemment pour chacun d'eux. Temps du repli sur soi, temps du partage, temps de la peur, temps des opportunités, temps de pleurer les morts, temps de chérir la vie, car fatalement, hein, comme très souvent, plus la mort est partout, bien plus le désir de vivre s'accroît. Et comme disait le grand penseur, plus le désir s'accroît, plus les fesses reculent. C'est tout un parcours que de voir la masse suivre le Führer, s'abaisser ensuite à survivre, se faire le serviteur servile de l'occupant, puis bien retrouver la respectabilité des atours bourgeois, tout cela en 10 ans, entre 1945 et 1955. C'est assez vertigineux comme cycle en termes de transformation structurelle profonde en un temps assez limité. Ce que raconte ce livre, ce que l'auteur tente en tout cas de raconter, c'est, pour le citer, je le cite, comment les Volksgenossen, les camarades et compatriotes, redeviennent peu à peu des citoyens. Dans les grands événements, dans les champs de ruines et les râles d'un régime qui s'est voulu grandiose, on s'attache à la trivialité des aspects de la vie, parce que cet inconscient communautaire, européen, allemand, français, tout ce que vous voulez, il est fait de la pile de clichés accumulés avec le temps qui deviennent quelque peu, on pourrait dire, la légende d'une époque. C'est aussi dans ces années que s'est construit, dans cette conscience, un statut de peuple victime, payant pour des crimes qu'il n'a pas commis, ce qui ne peut se comprendre, en tout cas peut-être vu d'un autre pays, qu'à l'échelle des expériences individuelles agrégées les unes aux autres. Encore une fois, on en a parlé avec le questionnaire de von Salomon. Il y a toujours
dans mon travail, même sans le vouloir, un petit et ténu fil d'Ariane. L'instinct de survie élimine les sentiments de culpabilité, nous dit l'auteur. D'ailleurs, ce que viendra reprocher la génération suivante, ne pouvant comprendre cette espèce de processus d'enfouissement et compensant sans doute par une hyper-culpabilisation pour des temps qu'eux-mêmes n'avaient pas vécu et quelque part dont ils profitaient largement. Pour l'auteur, cette doxa des années 60 a construit une histoire discutable qui a fait son nid sur un no man's land historique, explicable en fait par l'absence d'un État allemand et donc d'une histoire proprement, pourrait-on dire, nationale, dans un territoire finalement occupé entre 45 et 50, disons, puisque la RFA date de 49. Je sais plus quand, avril, mai 49, quelque chose comme ça. Il s'agit donc, pour l'historiographie, d'un temps mort, une destruction complète, suivie d'une reconstruction instantanée, sans rien au milieu qui n'ait été vécu, ou qui ne mériterait qu'on le raconte. Donc, le national-socialisme était mort, la démocratie libérale était achevée, puis aucune transition ne méritait qu'on s'y attarde. C'est donc ce que lui veut ou voudrait raconter. Donc qu'est-ce que ça raconte que ce temps des loups ? Eh bien, chaque Allemand a son dernier jour de guerre. Malgré les ruptures, malgré la différence que l'Allemagne n'était pas un pays alors envahi, on retrouve des traits communs avec ce maelstrom interne de 1918. Plus personne n'est responsable, plus personne ne possède rien à moins de ne le saisir fermement entre ses deux mains. C'est bien le vide entre deux pouvoirs, et pourtant, tous les témoignages convergent, au bout de quelques semaines, les Allemands ne rêvent finalement que d'activité et d'autorité à laquelle soumettre déjà leur existence quotidienne. Tous finalement ont une raison de ne pas regarder en arrière. Coupables ou non, tortionnaires, jeunes femmes abusées, orphelins, blessés de guerre, hiérarques du parti, survivants, résistants à la tempête de feu, tous finalement ont une raison de vouloir la table rase à le recommencement, qui devient très vite un programme social conscient dans les masses, et une utopie ou une réalité vers laquelle tendre, dans les ruines. La guerre laisse 500 millions de mètres cubes de gravats à l'Allemagne. En alignant finalement ces gravats de la seule ville de Berlin, on aurait pu construire une muraille de 5 mètres de haut jusqu'à Cologne. C'est l'équivalent en termes de gravats de 40 murs de l'Atlantique. Je vous ai mis en photo cette image très connue de la ville de Dresde. Chaque habitant survivant de Dresde, par exemple, a 40 mètres cubes de gravats pour lui. Comment imaginer alors la reconstruction matérielle avant même celle des âmes, des corps ? Eh bien, force est de constater que très vite est mis en place l'ordre et le travail. Très vite, les gravats sont triés, les ruines sont praticables, habitude acquise des bombardements alliés déjà anciens. La seule différence étant que les Allemands doivent cette fois le faire eux-mêmes. Et ça tourne, à l'aide d'une moyenne fonction publique pas encore épurée et qui multiplie bureaux du grand rangement et autres bureaux du nettoyage, contrebalançant finalement l'anarchie par la mécanique qu'on connaît bien huilée des rouages administratifs, hérités d'une tradition ancienne. Ça fonctionne d'ailleurs avec la même méthode qu'en 1944, sauf que, au lieu de demander dans les bureaux des Russes aux Allemands, eh bien on demande des Allemands aux Américains pour travailler. À Berlin, par exemple, ce sont 26 000 femmes et 9 000 hommes qui sont réquisitionnés, de par leur passé, bien entendu, et bien plus la ville est grande, plus le déséquilibre des sexes est marqué, faisant naître la légende des femmes des ruines, celle qu'on appelle les Trümmerfrauen. Le système va donc se rationaliser et durer assez longtemps. La fin officielle des opérations, par exemple, de déblaiement à Dresde, c'est 1958. Officieusement, ce sera en fait plutôt 1977. Et ces opérations, ces méconnus, vont transformer aussi la géographie urbaine. Le Teufelsberg berlinois, qui est la plus haute éminence de la ville, c'est littéralement des couches de gravats superposées et entreposées là. Ce qu'on appellera en général, et qui se multiplient, les Schuttbergen. Je vous ai mis ici un exemple. Il y a le Grüner Rainer de Stuttgart, qui est une éminence à la sortie de la ville, qui est en fait une montagne de gravats. La ruine, en général, semble finalement le reflet matériel et symbolique de l'état de l'Allemagne et des Allemands. Ce tableau fascinant de la destruction totale interloque les visiteurs, les envahisseurs et les habitants eux aussi. Les photographies finalement de ces destructions sont légion, on en trouve beaucoup, et la ruine devient très vite une économie de l'image. C'est
pourrait-on dire, cette espèce du retour comment dirais-je, du romantisme baroque et de cette danse devant l'abîme, un espèce de Moyen-Âge pictural vivant. Après la ruine des lieux, dont on vient de parler, vient la ruine des êtres. Sur 75 millions de personnes de l'Allemagne occupée en 1945, plus de la moitié ne sont en fait pas là où elles devraient être. On a 10 millions de prisonniers, je fais simple, 10 millions de citadins évacués à la campagne, 10 millions de déportés étrangers en Allemagne, 10 millions de réfugiés des terres de l'Est qui arrivent. 40 millions de déracinés donc, autant de gens soigner, loger, nourrir pour les Alliés, et ce alors que 45% des logements de l'Allemagne sont détruits. On dort où l'on peut, on vit où l'on peut, on marche partout, tout le temps, à la recherche d'un abri, de nourriture, d'informations, de proches. Je vous ai mis ici des réfugiés poméraniens. On a donc d'abord les déportés et les travailleurs forcés. Des millions d'hommes en errance à travers l'Allemagne, posant bien de vrais problèmes d'ordre public, pas franchement amis de la population locale, commettant de nombreuses exactions, à tel point que les Alliés, qui seront très vite irrités, feront appel dès septembre 1945 à la collaboration des Allemands et de leur police pour le contrôle de ces déplacés. C'est bien entendu la réalité et le pragmatisme qui triomphent en tout temps. Et donc dès mai 1945, les Alliés arrivent à faire transiter à peu près 100 000 de ceux qu'on appelle les displaced persons par jour, sans parler des Juifs, notamment de l'Est, dont on ne sait pas quoi faire, et que les Britanniques ne veulent pas encore en Palestine, et sans parler aussi des plus réticents à retourner aussi, Polonais et Russes, bien sûr, peu pressés de retrouver le paradis socialiste passé ou à venir. Après, les personnes déplacées, très souvent et la plupart du temps étrangères, en l'occurrence, viennent les réfugiés allemands. Magie du Drang nach Osten retourné vers l'ouest, l'Allemagne occidentale compte 10% de plus d'habitants qu'avant la guerre, malgré les millions de morts. C'est donc l'intégration difficile, alors j'ai dit 10 millions, mais de plus de 10 millions de personnes qui suivra, souvent bien dans des endroits épargnés par la guerre, et finalement sans aucune bienveillance de la Gemeinschaft sur place, la communauté. Il ne faut pas oublier que le monde, après 45, en Allemagne comme ailleurs, est encore largement imprégné de culture régionale, et que ces gens sont avant tout des étrangers. Ce rejet est celui de la crainte du dérèglement social, de la dissolution du particularisme local dans cette masse nouvelle. Ce qui sera le cas, bien entendu, puisque, comme la plupart des craintes d'une population quand l'immigration est forte, eh bien, cette crainte s'avère assez juste, parce que ces néo-allemands de l'Ouest, si l'on peut dire, transformeront effectivement le pays. L'Allemagne restante passe de 160 à 200 habitants au kilomètre carré, ce qui touche surtout les campagnes. Finalement, 45% de la population du Mecklembourg, 33% de la population du Holstein, ce sont des réfugiés des terres de l'Est de l'Oder. Ils formeront d'ailleurs très souvent l'avant-garde des mouvements nationaux, liés à cette tradition millénaire qu'ils avaient de conservation de leur germanité. Et paradoxalement, comme toute immigration massive, en bouleversant le monde encore largement paysan, ils seront les agents du changement et de la déstabilisation des éléments enracinés. Par exemple, et c'est vrai que c'est très concret, ne pouvant parler leur patois, ils seront les usagers récurrents de l'allemand littéraire. Et forcés de partir de zéro, de par leur situation d'exilés, ils seront aussi d'excellents agents du régime libéral en construction. Où l'on voit donc que, très souvent, les liens entre des éléments politiques sont plus complexes que des affinités partisanes. Ce seront des éléments conservateurs et profondément imprégnés de germanité qui seront le soubassement du régime libéral allemand. En RDA, l'intégration se passera mieux puisqu'on a un État apte à imposer des décisions par la force. En RFA, ça finira aussi, après une période un petit peu de flou, ça finira avec une grande rigueur par la loi sur la péréquation des charges adoptée en 1952. Je vous ai mis photo d'une manifestation à l'époque. Pour résumer, parce que je pense que c'est quelque chose que l'on ne connaît pas ou qu'on le connaît mal, l'idée, pour faire très simple, c'est qu'on prit 50% des biens de ceux qui n'avaient rien subi pour le filer aux 8 millions de demandeurs qui avaient tout perdu, au prix de plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires qui bosseront là-dessus jusqu'au début des années 70, on aura une transition qui finira par se faire. Et cette déroute collective devient une réussite individuelle, des gens sortis du néant, des foyers reconstruits. Sans la présence de la perte de la terre natale, on ne comprend pas cette Allemagne de 1945, cette Allemagne de la marche et de la route, où des millions de gens cheminent dans les ruines, où l'on met 8 jours de train pour rallier Hambourg à Munich.
L'après-guerre étant l'époque de la détresse matérielle, elle doit aussi être celle de la vie et de la joie pour compenser. D'autant plus que l'on sort de la terreur et qu'on entrera quelques années plus tard dans le confort du chez-soi bourgeois, matérialiste et repu. Mais cet entre-deux est assez méconnu. C'est un entre-deux où il faut profiter de l'instant. Dès le 20 mai 1945, on peut aller au cinéma à Berlin. Dès le mois de juin, on peut aller danser. Il y a de 80 à 100 000 spectateurs quotidiens dans les 127 cinémas de la ville à la mi-juin. L'orchestre philharmonique donnait son premier concert le 26 mai. Alors, une jeune fille remarque dans son journal, une jeune berlinoise, qu'étrangement il n'y a pas beaucoup d'hommes encore dans la ville. Mais ce sont des dizaines de clubs fréquentés dans les ruines. Tous, ces habitants ne goûtent pas l'ivresse, mais force est de constater que l'on veut toujours vivre. Il n'y a plus de convention car eh bien, le conventionnel est tombé sous les bombes. Je vous ai mis l'image d'un bar de Berlin dans les ruines. Moins de riches et moins de pauvres du fait de la situation, moins de familles, moins de normes, moins de citadins et de campagnards. Bref, la société du divertissement et puis le banquet après l'enterrement de l'ancien monde. En tout cas, l'appétit de culture était immense, ça c'est une certitude, et plus facile à combler à court terme que l'appétit tout court. Goebbels avait fait fermer les théâtres depuis le 1er septembre 1944 pour la lutte finale, mais bien cette lutte finale avait été perdue. Et comme il n'y a rien à acheter et plus de marché, eh bien il faut bien dépenser son argent quelque part. Donc on le fait dans les cinémas, les bars et les opéras. On épargnera quand même aux Allemands dans les cinémas le dictateur de Chaplin, trop tôt pour en rire, et tous les films tournés dans les camps de la mort qui auraient pu être offusquants pour un peuple dont on souhaite se faire les alliés pour le futur qui s'annonce. Et puis, ces films-là que les alliés eux-mêmes d'ailleurs regardaient comme très peu utiles, si ce n'est pour faire vomir un auditoire. Il manquait des hommes, donc, on l'a dit, eh bien, ils finiront par revenir. C'est donc le cas de, on va dire, la troisième partie de ces éléments manquants, c'est-à-dire les prisonniers de guerre. Ceux qui n'auraient pas dû être là s'en vont, hein, tous ces personnes déplacées de l'étranger, et ceux qui auraient dû être là reviennent. On connaît le retour à la maison, concept 1000 fois dépeint, 1000 fois vécu, vieille leçon toujours vraie. Mais cette fois, on parle de 10 millions d'hommes sur 10 ans, arrivant souvent dans un foyer qui n'existe bien physiquement plus. Une déception parfois, une déception même souvent pour des gens séparés par la guerre et qui ont très souvent si peu vécu ensemble en ces années de front. Sans parler d'enfants que l'on connaît à peine. Ça peut sembler rien, effectivement, dans le flot des malheurs, juste des espèces de génieries personnelles, des drames familiaux, mais il faut se rappeler le poids de la famille, l'âge de ses enfants en 1945 la plupart du temps, et les effets que cela aura sur eux en tant que futurs parents et adultes dans la société des années 60. L'émancipation de ces enfants par le fait, dans les ruines, le contre-modèle paternel a sans doute plus fait pour modifier la structure sociale que tous les discours politiques et philosophiques. C'est d'ailleurs le cas aussi pour le féminisme. D'ailleurs en fait pour tout. Il n'existe pas de combat social, il existe la guerre et la faim, la réalité et ses conséquences, point. Dans le cas des hommes, la société a tourné sans eux. Et plus que le travail et les usines, elle a tourné, notamment pour les femmes, avec les stratégies de survie et les décisions radicales de l'existence, qui sont très souvent émancipatrices. Et c'est dans le cadre privé, plus que dans le mutisme de la société, que se joue ce que beaucoup d'hommes rentrant du front vivent comme un profond déclassement. Peu de gens estiment les vaincus. Peu de femmes estiment les vaincus. L'absence de ces hommes, la brutalisation des mœurs, tout ça ne va pas sans un effréné libertinage, bien sûr. La misère entraîne la promiscuité, le partage des logements, les regroupements, les expédients pour la survie. En 1950, on comptait encore en Allemagne 1362 femmes pour 1000 hommes, malgré les libérations de prisonniers, ce qui est un déséquilibre absolument fou. Qui est encore pire, bien sûr, dans les classes d'âge jeune, puisque 2/5 des classes 1920 à 1925 ne sont pas revenus de la guerre. Et malgré le féminisme et les discours d'émancipation, il s'agit d'une profonde angoisse sociale pour les femmes. Elle n'est pas que sexuelle ou amoureuse, bassement terre à terre, mais ne pas trouver de mari, c'était l'assurance de devoir continuer à travailler toute sa vie pour une femme. Se superpose en plus un taux de divorce doublant entre l'avant-guerre et l'après-guerre, puisque
eh bien, les foyers se recomposent au fur et à mesure que le corps social doit réintégrer des hommes qui sont devenus étrangers à eh bien, ce qu'ils étaient avant la guerre dans leur foyer. Et dans tout on va dire, ce fatras de recomposition, le marché du mariage, encore un point de détail que l'on connaît mal, mais le marché du mariage était clos en 1950. Les hommes des classes 1922 à 1926 vont se marier à pas loin de 100%, rétablissant finalement leur domination par leur rareté. Alors bien entendu, tout cela est valable à l'ouest. À l'est, on le sait, il faudra d'abord passer par 2 millions de femmes violées, ce qui sera bien entendu un événement marquant dans la plupart des, j'allais dire des vies de couple, mais surtout a fortiori dans la société entière. Et pour l'auteur, ce qui est assez intéressant, pourquoi pas, mais ça joue un rôle dans la méfiance envers l'étranger, plus ancré à l'est qu'à l'ouest, pourquoi pas, hein. Aujourd'hui on le retrouve effectivement dans les urnes. Ce ne serait pas que l'anticommunisme ou, on va dire, cette expérience malheureuse, mais aussi cette espèce d'épigénétique. Hein, a priori, il n'y a pas qu'au Maghreb et dans le tiers-monde qu'on pourrait pleurer là-dessus. Donc, avec les Allemands, pleurons sur l'épigénétique qui les fait voter maintenant pour l'AfD à l'Est. Ce qui est d'ailleurs ce contraste entre Est et Ouest, une contradiction... j'ai envie de dire par les faits et les hommes des deux doctrines, puisque cette espèce de réalité au-delà des idées, puisque la doctrine soviétique était beaucoup plus libérale avec les Allemands, censés être victimes d'une minorité oligarchique, alors que les Américains étaient tenants d'une masse presque authentiquement nazie et dont les idéaux devaient être purgés. Alors qu'on le sait, sur le terrain, ça aura une autre gueule. La femme allemande du côté américain, malgré la méfiance politique, deviendra très vite... celle qu'on appelle Veronica Dankeschön, Veronica merci beaucoup, qui est un acronyme bien sûr, correspondant à Venereal Disease, c'est-à-dire les maladies vénériennes. Les débuts de l'amitié germano-américaine, nous dit l'auteur, c'est pas si c'est ironique, mais il faut croire que c'était écrit que l'on doit apprécier de se faire baiser par l'oncle Sam en Europe. Ceci étant, finalement, à l'Ouest, il n'y en aura que 1400 mariages seulement conclus entre 1945 et 1950. Le premier avait même dû être discuté jusqu'au Congrès, puisque les États-Unis y étaient très largement réticents. Excusez-moi, je bois un petit coup, mais excuserez avec cette chaleur. Je bois pas, je vais finir chier de la poussière. Moi. Tout aussi rationnel, dans cette Allemagne détruite, était le pillage, le rationnement et le marché noir. La faim n'apparaît en Allemagne qu'une fois la guerre finie, et en dehors de l'hiver 1946, rien ne fut vraiment catastrophique. Escomptant une situation pire qu'elle ne fut, les pillages par la population commencèrent dès avant la fin de la guerre. Berlin en 1945 est plus ou moins l'équivalent d'un Lidl de Clichy à la sortie du Monsieur Robot. S'installe aussi ou se poursuit cette logique d'entorse au libre marché qu'est le ticket de rationnement. Logique scandaleuse pour les riches, puisque le rationnement des denrées rationne de la même façon l'argent à dépenser et empêche les riches de tout siphonner. Et Dieu merci, pour établir la loi de l'offre et la demande, il y a le marché noir. Un gigantesque marché noir donc, puisque la moitié des marchandises en circulation à Berlin, pour les gens qui pouvaient se permettre de ne pas se contenter d'être les allocataires de l'État, étaient issus du marché noir. Et par le biais du rationnement, en fait, c'est quelque part la continuation du processus de domestication sociale national-socialiste qui continuait. Sauf que les Allemands se rendent très vite compte que les 1500 calories allouées par le vainqueur sont un maximum, mais que par contre il n'y a pas de minimum. La ration alimentaire moyenne des Allemands à l'hiver 46-47, c'est plutôt 800 calories. Je vous ai mis ici la ration quotidienne à cette époque. S'ajoute à cela le problème du combustible hivernal. Malgré l'autorisation d'en prendre où l'on voulait, les citadins avaient fatalement fort peu de forêts et fort peu de moyens de transporter du bois sous la main. En fait, au-delà de l'hiver 46 qui a été très dur, ce qui va pousser surtout les Alliés à maximiser l'intérêt porté aux Allemands et donc à leurs conditions de vie, c'est bien entendu la guerre froide qui s'annonce. Mais en attendant, il faut survivre. Avoir un jardin, par exemple, c'est déjà être riche. Et bien sûr, ceux qui s'en sortent le mieux, comme à toutes les époques de disette, ce sont les agriculteurs, ce qui provoque une immense rancœur, comme d'habitude. En 1946, par exemple, on a 10 000 personnes qui partaient quotidiennement de Cologne pour piller la campagne, la reine du marché noir absolument détestée. Finalement, avec tous ces événements,
La grande peur de la bien-pensance, pour paraphraser Bernanos, c'est de récupérer un pays devenu strictement irrécupérable par la vague de vols et de pillages et les habitus de la survie, et un pays en plus à l'image dégradée par ce mauvais comportement. Qu'on se rassure, les Allemands redeviendront très vite comme il faut. Et qu'on se rassure aussi, le reste de l'Europe, je pense, ne prenait pas l'Allemagne pour un pays de délinquants, mais plutôt pour un pays de criminels et d'assassins. Et comme l'échange en dollars est interdit et celui en Reichsmark très incertain à cette époque, eh bien, c'est la cigarette qui devient la monnaie officielle. Objet des seigneurs et des vainqueurs, expliquant son aura après-guerre. Tout en plus qu'on lui rend grâce de savoir couper la faim. Par exemple, la surface de tabac cultivée dans la zone d'occupation soviétique, elle va être multipliée par 60 en un an. Petit saut de quelques années, à partir du 21 juin 1948, je vous ai mis ici un billet, vint le moment attendu par beaucoup de la grande réforme monétaire et la naissance du Deutschmark. Opération en fait d'expropriation pure et simple, remplaçant plus ou moins, j'allais dire, mais même plus que moins, une valeur monétaire 100 par une valeur 6,5. Cette opération s'inscrit dans la volonté plus large qu'on connaît de reconstruction de l'Europe sous capital américain, faisant de l'ex-capitale du Reich la frontière du nouveau monde libre à peine 3 ans après la fin de la guerre. Mais pour les Allemands, passer de quémandeur brandissant un ticket de rationnement à client payant comptant donnait l'impression de revivre. Mais en fait, comment dirais-je, cette résurrection n'est pas un miracle. Finalement, l'économie industrielle avait gardé toutes ses capacités, et avec les réfugiés de l'Est, eh bien, la main-d'œuvre était bon marché. Tout était prêt, et cette opération d'expropriation que j'ai décrite, cette remise à zéro de l'épargne par la réforme, eh bien, en fait, donnait l'impression à tous d'une nouvelle ligne de départ. Et ce nouveau départ, eh bien, il sera saisi par beaucoup. Finalement, le seul coup d'arrêt à partir de cette époque fut culturel, puisqu'avec la raréfaction monétaire, eh bien, les Allemands eurent très vite autre chose à faire que de s'amuser, acquérir des biens de consommation et des bagnoles, par exemple. Alors après le matériel, bien sûr, la réforme des esprits ne va pas sans un travail sur les esprits. On voit donc très vite refleurir les journaux sous contrôle allié, une multiplicité d'auteurs et un ensemble de débats dont, il est vrai, on avait perdu l'habitude depuis un peu plus de 10 ans. En 1946, par exemple, le Neue Zeitung de Munich, c'est 2 millions d'exemplaires. Ce travail sur les esprits s'insérerait, peut-on dire, dans ce processus global qu'on a appelé la dénazification. On a parlé du questionnaire de von Salomon, montrant qu'il était difficile de circonscrire la vie d'un conservateur et a fortiori de n'importe qui dans 130 questions. Et si la démarche inquisitoriale était acceptée avec soumission par les Allemands, le fait que les têtes de gondole en soient les émigrés passait mal. Se faire admonester des leçons de maintien par des gens ayant eu la plupart du temps les moyens matériels de fuir à l'étranger et d'y vivre, et ayant regardé l'Allemagne de leur balcon, passait assez mal. L'auteur, en l'occurrence, prend l'exemple de Thomas Mann et d'Alfred Döblin. Je n'en parle pas plus parce que, j'allais dire, il est possible qu'on parle d'eux un jour, mais il est même certain que l'on va reparler de leurs œuvres l'an prochain. En général, eh bien, la transformation allemande ébahissait les Alliés. Il faut comprendre, un pays qui s'était battu avec l'énergie du désespoir alors que tout était perdu depuis longtemps, un pays dans lequel on était entré dès octobre et qu'on avait mis 7 ou 8 mois à faire plier, voilà que ce pays était d'une docilité effarante dès la fin des coups de feu. Il y avait dans tout cela quelque chose d'inexplicable. Pas d'embuscade, pas d'attentat. Les rares opérations Werwolf s'en étaient prises en fait à des Allemands avant la fin de la guerre, comme l'assassinat bien connu du maire d'Aix-la-Chapelle, je crois que c'est en mars 1945, par des SS qui avait été parachuté d'un B-17 pris aux Américains. On avait cette impression que le nazisme était désagrégé. Alliés comme Allemands se demandaient où il était passé. Très vite, il était oublié. En janvier 1947, on avait par exemple une revue allemande qui titrait ingénument, je vous le cite parce que ça vaut le coup, « Qu'est-ce qui vaut aux Allemands d'être si détestés dans le monde ?» Et pourtant, il y a des débats. Mais on repousse la réalité, le tabou ultime étant bien sûr le sort des Juifs. Honte, refoulement, incapacité à mesurer, très difficile de savoir.
La plupart des Allemands, c'est un fait, estimaient, sans doute d'ailleurs à juste titre, au sens, comment dirais-je, du parti, estimaient ne pas avoir été nazis, mais dupés par Hitler ou contraints. Et ce d'autant plus, il est vrai, que le régime fut de plus en plus dur avec ses ressortissants à la fin de la guerre. La guerre avait en sus brisé toute morale, c'est vrai aussi, et les Allemands s'estimaient, comme les autres, victimes du temps. Ils avaient outrepassé les normes dans un temps où toute norme était outrepassée. On pourrait prendre l'exemple d'Hiroshima ou d'autres, mais tous les pays avaient, on va dire, pour parler trivialement, un lot de casseroles attachées à la queue. On n'eut pas plus de règlement de compte entre Allemands, puisque la lutte pour la survie à la fin de la guerre va souder tout le monde très vite. Il est évident que la reconstruction d'un pays dévasté, ça n'était pas qu'une occupation citoyenne, elle faisait partie, parmi d'autres éléments, des moteurs d'une nouvelle identité nationale. La répression étatique, elle fut d'abord bien sûr les 24 de Nuremberg, très discutée, bien sûr moralement largement compréhensible à mon sens, juridiquement beaucoup plus discutable, puisque créant un précédent de justice des vainqueurs contre des crimes politiques, quelque chose d'utilisable in extenso. Mais c'est en Allemagne finalement que le procès eut le moins d'écho. On aurait voulu bien qu'il soit très vite pendu et que l'on passe d'autant plus vite à autre chose. Et s'il y eut au début une véritable angoisse pour des centaines de milliers, peut-être des millions de compromis, on sait tout cela va accoucher d'une souris. Le narratif victimaire était de toute façon, comme en France d'une autre manière, essentiel pour reconstruire l'Allemagne politique interne et l'Allemagne de l'amitié entre les peuples en externe dans l'optique d'une guerre froide qui commençait à s'annoncer. Ceci étant dit, on aurait tort de juger négativement la dénazification, comme d'ailleurs l'épuration. D'abord, elle était pragmatiquement impossible à mener et personne n'avait réellement envie de la mener. Et ensuite, et c'est là où est le plus important et le moins compris, elle fut parfaitement efficace sans coercition. Je pense que c'est ce que les gens comprennent le moins avec ce processus, comme en France, encore une fois d'ailleurs, surtout à 80 ans de distance où on déterre des cadavres avec plaisir, le passé et tout ce qu'on veut, et où nos vampires avides de sang se promènent à la lumière. En fait, avec la conviction d'avoir été victime du régime, les Allemands se mirent avec d'autant moins de remords au service de la démocratie devenue antifasciste. On amnistiait les crimes individuels au profit d'un bloc communautaire opportunément opposé à son propre passé. Et cela a fonctionné. Le nazisme, le national-socialisme a disparu tout à fait de la scène publique, et le pays n'explosa pas. Faut mesurer l'exploit. On décidait que l'on oubliait très vite d'où l'on venait au bénéfice d'où on allait. Cette politique du refoulement a été suivie avec acuité au bénéfice de descendants qui, eux, la dénonceront. Un règlement de compte générationnel qui n'ira jamais trop loin, puisque eux-mêmes, cette génération-là, n'avait pas forcément envie de remuer trop profondément le passé de leurs parents. Travestir le capitalisme en post-nazisme était suffisant au narratif de gauche. Reste qu'avoir réussi à construire une société anti-nazie à l'aide de presque d'anciens nazis, j'ai envie de dire, est une savoureuse ironie de l'histoire. Il reste aussi qu'aujourd'hui, les sondages montrent un renversement mémoriel, puisque j'ai lu récemment qu'un Allemand sur deux considère que son pays a été trop conscient de son passé national-socialiste. Sans doute que les générations antérieures ont peut-être un petit peu poussé trop loin l'autoflagellation et l'incompréhension d'une époque très difficile. Il est toujours très simple, quand on n'a pas vécu certains événements, de se poser en opposant ou en héros. Et finalement, la tradition démocratique allemande, c'est possible qu'elle doive plus à la débâcle de 45 qu'à Weimar. Une raison de remercier le national-socialisme dans les pages de l'humanité, et grâce à lui, on a aujourd'hui une démocratie allemande. Bien. Pourquoi est-ce que ce livre est important ? Alors, c'est bien entendu une leçon d'histoire et de mémoire. Quand on assiste à la reconstruction en quelques années d'un pays bouleversé, ravagé, détruit, occupé, dans des proportions sans doute jamais connues jusqu'à cette date, c'est une méditation sur la grandeur et la force de l'homme qui nous est proposée.
On pourrait presque douter, avec cette reconstruction, que l'Europe se soit vraiment suicidée sur l'Elbe ou le Rhin, quand on voit avec quelle force et quels capitaux aussi, il faut le dire, c'est vrai. Eh bien, l'Europe ressortira du néant en quelques années. Et si c'est effectivement un suicide ou une responsabilité collective continentale, il ne faut pas oublier d'où l'on vient et ce que l'on a traversé. Tous les tenants, contempteurs plutôt du privilège de l'Europe, de tous les défenseurs de la souffrance mémorielle et ethnique, il faut restituer pleinement ce que l'Europe a enduré de monstrueux, même si on peut considérer qu'elle se l'est infligée, sans doute plus que tout autre continent, et ce qu'elle a surmonté, sans doute aussi plus que quiconque, et l'Allemagne, peu importe encore une fois sa responsabilité, elle est un excellent exemple. Encore une fois, peu importe d'où vient la douleur, elle est ce qu'elle est, et elle est mesurable. Celle de l'Europe de ces 1000 dernières années surpasse sans doute tout autre continent à sa mesure. Et les mêmes annonçant notre disparition en 1945, cette civilisation mortelle, ou en 1918, pouvaient le faire sans aucun problème en 1645, au même endroit, dans une Allemagne qui avait perdu le tiers de sa population dans un conflit de 30 ans déjà suicidaire. Mais force est de constater que l'Europe est toujours là. C'est bien cette leçon de notre infinie résilience que, je pense, on jette un peu facilement aux orties dans notre époque de consumérisme et de post-constructivisme. Ce qui se comprend très bien, puisque l'heure n'est sans doute plus au recul et à la poésie, hein, c'est celle de la machine et de la servitude de bureau, j'en suis, vous en êtes, tous en sommes, voilà. Mais ne pas oublier que l'âme a des ressources encore plus infinies que la matière. Peut-être que aussi, ce que la guerre n'a pas pu perdre, ce serait la paix qui va le faire, mais il n'empêche que l'histoire, c'est toujours cette moue de dégoût et cet éternel optimisme, cet océan aux fosses presque insondables de bassesse, et toujours la montagne d'héroïsme. Si eux ont surmonté l'épreuve, je ne pense pas qu'on puisse nous-mêmes renacler devant l'obstacle. Voilà en quoi la réminiscence des faits est toujours importante, nous replacer à notre insignifiant niveau, nous rappeler les faits des prédécesseurs et leurs enseignements, qu'ils soient volontaires ou non. Et de ce point de vue-là, le livre a le mérite aussi de, je pense, avec ses qualités et ses défauts, on va y revenir, mais de couvrir une petite partie, une décennie assez méconnue de l'histoire allemande. Le livre est intéressant pour tout plein d'autres choses. Il nous fait rencontrer anonymes et oubliés d'une époque souvent omise, hein, je l'ai dit, entre deux eaux. C'est cette force. Il a des pages très intéressantes sur des aspects peut-être beaucoup plus anecdotiques, sur l'art abstrait par exemple, opposé au réalisme soviétique. Art abstrait littéralement financé et subventionné par la CIA, un art complètement sans le peuple, dans lequel aucun Allemand ne se reconnaissait. En fait, toute la culture allemande de cette époque est littéralement sous crédit américain officieux. Tous les artistes sont des gens qui agissent quasiment sur commande. Derrière la trame générale des choses, tous les amateurs de chiffres, d'anecdotes, de parcours personnels trouveront sans doute leur lot de choses à apprendre. À titre personnel, pour donner un exemple, je l'ai noté, eh bien je ne savais absolument pas que Wolfsburg était littéralement une création ex nihilo. Je savais que le projet Volkswagen était un projet qui précède de peu la Seconde Guerre mondiale, je savais que la marque était partie de la ville. Ça, c'est la chance d'aimer le football, hein. Je savais Wolfsburg sur leur maillot, toujours Volkswagen. Mais je pensais que cette ville était une ville historique qui précédait l'usine comme Stuttgart et Mercedes par exemple. Eh bien non. Voilà, j'ai appris que c'était une ignoble ville champignon bâtie ex nihilo après un camp de travail sur les lieux 1945. Bref, vous avez compris, du fait du style et des choix de l'auteur, on balance finalement entre grande histoire et point de détail. Je pense que le balayage est assez large pour convenir à beaucoup de lecteurs. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Puisque moi, du coup, je peux essayer de vous dire un petit peu, de vous donner un petit peu mes impressions sur le livre. Alors, il y a du bon et du moins bon, dirait un Normand. Le livre, je l'ai dit, s'attaque effectivement à un thème qui est très souvent oublié plutôt, celui de la sortie de guerre. En tout cas, moins traité que ce qu'il précède, le conflit en lui-même, on connaît, je pense que ça doit être la chose la plus traitée en histoire. Il rejoint d'ailleurs une œuvre un petit peu plus globale, européenne, que j'avais lu à sa sortie, hein, L'Europe barbare de Caslow. J'en avais parlé dans la tier list des livres historiques, qui est très différent, beaucoup plus axé sur l'Europe entière et sur vraiment la sortie de guerre et les massacres et autres épurations ethniques, mais avec
aussi avec des conclusions dans ce livre qui rejoignent, en y repensant, en essayant de dresser un panorama global, eh bien qui rejoignent un petit peu ce dont j'ai parlé, je crois, dans le questionnaire, ou alors j'avais oublié de le faire, mais les deux fins de conflit, finalement, sont accompagnées de troubles profonds, avec l'idée pour le premier de faire correspondre des États à des peuples, en démantelant les empires, puis à la fin du second, en allant encore plus loin et en expurgeant ce qui pouvait rester de non national ou non ethnique ou linguistique, au sein de frontières moins redessinées, mais faites avec la même serpe, finalement. Et c'est quelque chose, je crois qu'on oublie, comment dirais-je, je sais pas pourquoi, hein, on pourrait toujours y réfléchir, mais c'est quelque chose que l'on oublie à la sortie de ces deux conflits et des difficultés qu'il y a pu avoir, mais c'est que l'établissement de cette Pax Europeana qu'on connaît, eh bien, elle a été au prix de l'homogénéité très dure, très coûteuse en vie humaine, obtenue après 1945. Et c'est assez cocasse de voir la vitesse à laquelle certains ont oublié l'importance de cette homogénéité européenne. Enfin certains, je précise. Le livre, par ailleurs, bénéficie, on va dire, du bon côté de l'histoire narrative, hein, quand elle s'attaque à des sujets récents, puisqu'on ne manque pas du coup de matériel et de témoignages de la part des vivants. Et de plus, l'auteur n'est pas un universitaire, il n'est donc pas astreint à réduire son champ de vision, il n'a pas la crainte de ne pas être assez chercheur quand il aborde un thème. Les photos sont assez sympathiques, la lecture en plus de ça évite l'écueil du gnangnan moralisateur. Je m'attendais un petit peu, à vrai dire, à de l'autoflagellation germanique, mais non, ça n'en fait pas trop. Je trouve que c'est assez équilibré. Il y a des choses, même si vous les pensez, je ne vais pas parler à la place de l'auteur, mais que vous ne pouvez pas dire, bien entendu, mais je trouve que le livre n'est pas déséquilibré de ce point de vue-là, pleurnichard et accablant pour l'Allemagne et les Allemands de la sortie de guerre. Pour autant, bien, le livre est loin d'être parfait, il n'a pas que des côtés franchement réussis. La succession rapide, par exemple, des thèmes donne un petit peu l'impression de passer fiche technique après fiche technique. Ça n'empêche pas de dresser un panorama d'ensemble, mais on a parfois l'impression d'un manque de continuité. Alors on objectera que l'auteur ne visait sans doute pas à tisser une grande tapisserie, mais à faire un patchwork. Il n'empêche que parfois on a un petit peu l'impression de se retrouver en voyage forcé. On n'avait pas forcément l'envie d'aller là où il nous emmène. On aurait voulu continuer notre exploration d'un sujet. Le fait d'embrasser large, c'est une contrainte. Voilà, quant au, on va dire, au forage, pour parler mal, de certains sujets. Et ce, d'autant plus que la traduction ne restera sans doute pas dans les annales de la littérature. C'est pas atroce, je sais pas non plus à quoi ça ressemblait avant traduction, mais c'est pas dingue à lire. Il y a quelques éléments où j'ai tiqué sur certaines phrases, sur la construction, je me disais mais c'est tout juste français, ou c'est tout juste un langage littéraire, quoi. Et dernier point qui m'énerve beaucoup, on retrouve dans ce livre comme d'autres, hein, c'est un point général, peut-être que j'en reparlerai d'autres fois, je pense que oui, mais un jour il faudra arrêter avec l'hérésie que sont les notes de lecture. Que l'on mette des références d'auteurs, je le comprends, que l'on mette des petits points explicatifs, je le comprends, mais des pans entiers de texte, c'est une façon détournée d'alléger le livre, c'est-à-dire en faisant de moins de pages et en comprimant les notes sous un format tout petit, mais ça alourdit énormément la lecture quand vous en avez beaucoup. Vous êtes obligé perpétuellement de vous taper des pavés de notes écrits en minuscules parce que l'auteur renvoie à des choses perpétuellement. C'est très 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 énervant. C'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres livres. J'y reviendrai plus tard sur un livre qui est encore pire de ce point de vue pour déverser mon fiel, mais c'est quelque chose que je déteste, qui est artificiel et qui est malhonnête. Voilà. Bon, après, c'est pas grave, hein, je veux dire, on va pas le mettre à son détriment non plus. Mais c'est pas la meilleure façon de construire un livre, je trouve. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va finir cette exploration avec une phrase et une note. Je vous lis la phrase. On dit que l'homme ne vit pas seulement de pain. Et c'est encore plus vrai quand il n'y a pas de pain. Voilà. Et la note, eh bien sûr, ce sera une femme de Berlin sur 2. Hein, voilà, salutations à nos amis troupes soviétiques libératrices et fertilisantes. Voilà.
Donc voilà pour la présentation de ce soir. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses et que peut-être si vous n'avez pas appris assez, vous aurez envie de parcourir le livre. Et ma foi, eh bien écoutez, le programme de la semaine prochaine. Alors mercredi, je l'ai changé sur le Twitch et ainsi que sur le Discord, donc vous avez le programme des streams pour un certain temps. Donc Idargos devait venir nous parler des Achéménides. Il n'est pas disponible la semaine prochaine, donc c'est décalé à la semaine suivante. On verra s'il le fait en une fois ou deux. Moi, de toute façon, je suis toujours ouvert, il n'y a pas de problème. Donc mercredi, ça risque d'être une petite partie de Verdun. Je vais essayer de la faire seule, sans parler. Je vais essayer de proposer des... Enfin, sans parler, parlant, voilà. Proposer un gameplay assez sympathique et poussé. Normalement, vendredi, ça devrait être un cas culture. Je vais essayer de m'inscrire sur le site pour avoir le cas culture entier. Donc on verra si des gens sont intéressés ou pas. Et dimanche, bonne question, je ne sais même plus ce que je fais dimanche. Je vous prie de patienter juste une seconde. Ah oui, nous parlerons de Bernanos. Voilà, nous ferons Monsieur Wynne, qui est voilà, très loin d'être mon Bernanos préféré, et qui sera peut-être un petit peu ardu à restituer, je vais essayer quand même. Et puis voilà, donc voilà pour le programme de la semaine. En attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite une joyeuse fête nationale demain ou aujourd'hui, en fonction de quand vous écouterez ça. Une bonne semaine à tous, on se retrouve mercredi, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, à bientôt.